à tous. Alors, qui d'entre vous, comme moi, a beaucoup trop de fois été la victime de ce genre de campagne? La réponse, c'est probablement la grande majorité. Parce qu'il faut le savoir, l'ingénierie sociale, l'exploitation du fonctionnement du cerveau humain et de ses faiblesses, n'est pas un outil réservé aux cybercriminels. Vendeurs, équipes marketing, politiques, on y est sans cesse confronté dans notre quotidien, qu'on en ait conscience ou pas, malheureusement souvent à notre insu. Puis il faut également savoir que l'ingénierie sociale, ça date pas d'hier. Je pense qu'en y réfléchissant bien, on peut tous trouver quelques exemples historiques où l'ingénierie sociale a été utilisée de façon plutôt magistrale et a eu des conséquences un petit peu dramatiques qui nous feraient relativiser la compromission de la boîte mail de Didier de la comptabilité. Mais bon, si vous êtes là aujourd'hui devant nous, c'est en ayant à cœur vos champs d'action à vous, vos champs d'opération, vous aussi, vos petites cités de Troyes à vous. Et donc si vous endossez le rôle de Priam qui doit défendre sa ville, moi j'endosserai celui d'Ulysse pour vous faire comprendre qu'aussi haut soient vos murs, si quelqu'un m'ouvre la porte, ils servent à rien. Bonjour à tous, merci pour votre présence à notre talk sur la sensibilisation au phishing. Au cours de cette présentation, après l'introduction, on commencera par se placer côté attaquant pour comprendre un petit peu les méthodes qu'ils utilisent pour mettre en place leur campagne. Et ensuite, on basculera côté défenseur pour voir comment s'en protéger au mieux. Et ce, avant de conclure et de répondre à vos questions si vous en avez. Je commencerai donc par nous présenter. Victor Josso, directeur général, cofondateur de Narok, et moi-même, Antoine Clairotte, président cofondateur de Narok, un cabinet de conseil en cybersécurité offensive qu'on a cofondé avec un troisième associé. Bon, il n'est pas là, il garde le stand pendant qu'on vous parle. Par le biais de Narok, on propose donc des tests d'intrusion sur tout type de périmètre. Vous vous en doutez puisqu'on vous en parle, des campagnes de phishing, mais également d'autres types d'audits techniques, code, architecture, configuration, et enfin des formations de cybersécurité offensive, surtout à vocation de sensibilisation. Pour clôturer cette introduction, on peut se demander pourquoi on a choisi de vous parler de ce thème. Bien, plusieurs choses. Déjà, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, le phishing prend en ampleur. En 2025, 16% de toutes les compromissions de données avaient pour vecteur d'accès initial le phishing. Par ailleurs, toujours en 2025, plus d'1 million de campagnes ont été lancées dans le monde chaque trimestre. À côté de ça, les moyens des attaquants ont beaucoup évolué, notamment grâce à l'IA. Par exemple, si on prend l'exemple des mails, des campagnes de phishing par mail, en moyenne, on va avoir 54% de taux de clic sur les campagnes de mailing générées par IA contre seulement 12% de taux de clic pour une campagne faite par un humain. En sous-jacent, sur les taux de compromission d'identifiants, 33,6% de taux de compromission pour une campagne générée par l'IA contre seulement 7,5% pour une campagne générée par un humain. Donc, en plus de prendre en ampleur, les campagnes sont rendues bien plus dangereuses par l'émergence de l'IA. Et donc, quand vos contre-mesures techniques, tout ce qui va être filtre anti-spam, protection de boîte mail sont contournées, et elles peuvent être contournées, eh bien vos collaborateurs deviennent le dernier rempart entre l'attaquant et vos données. C'est donc important qu'ils soient bien préparés, et c'est ce qu'on va voir au cours de cette présentation. Je vais laisser la place à Victor pour vous parler du côté attaquant. Merci Antoine. Maintenant qu'on a vu pourquoi le phishing reste un problème majeur, on va changer de perspective et on va se mettre dans la tête de l'attaquant. Parce que pour bien se défendre, il faut comprendre comment ils opèrent. Avant d'envoyer le moindre email, l'attaquant passe par une phase de reconnaissance appelée OSINT pour Open Source Intelligence. Et il y a énormément d'informations publiques disponibles. Sur LinkedIn, par exemple, il récupère votre langage interne, les projets en cours, les outils utilisés, ou encore les événements de l'entreprise. Sur les réseaux sociaux des collaborateurs, un attaquant peut obtenir énormément d'informations sur les relations entre les employés. Et dans les sources publiques, comme les offres d'emploi, les communiqués de presse ou les rapports annuels, il peut récupérer des informations sur la stack technique de l'entreprise, la stratégie et les étapes de sa vie. Le point important, c'est qu'un attaquant peut en apprendre davantage sur vous et votre entreprise que n'en savent vos collègues. Et on ne peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Laissez-moi vous montrer des exemples concrets de ce qu'un attaquant peut récupérer en quelques minutes sur Internet. Donc voilà ce qu'on peut trouver en moins de 30 minutes de recherche pour n'importe quelle entreprise.
un profil LinkedIn avec un nom, une entreprise, un poste, une offre d'emploi qui détaille la stack technique, en l'occurrence PostgreSQL et Linux ici, mais également la culture d'entreprise, puisque ici on peut voir que on a une certaine importance de la ponctualité, la façon d'aborder la relation client, etc. On peut parfois trouver également des repositories GitHub qui permettent d'avoir plus d'informations sur les technologies employées dans les logiciels internes de l'entreprise, mais également les dépendances technologiques de ces logiciels avec par exemple AWS, un système d'authentification centralisé ou encore une base de données en ligne par exemple. Et enfin, on peut également trouver des articles de presse qui vont donner tout le contexte business de l'entreprise, comme une levée de fonds ou une introduction en bourse. Toutes ces informations publiques permettent de construire des scénarios ultra ciblés, adaptés à l'entreprise et à son contexte actuel. Mais ce qui est vraiment redoutable, c'est que même lorsque vos collaborateurs sont formés, même lorsqu'ils savent que le phishing existe, ils peuvent quand même tomber dans le piège. Pas parce qu'ils sont idiots, pas parce qu'ils ne font pas attention, mais parce que les attaques modernes exploitent nos biais cognitifs, c'est-à-dire des raccourcis que notre cerveau prend pour prendre des décisions rapidement. Premier biais, le biais d'autorité. On est tous conditionnés depuis tout petit à obéir à une figure d'autorité. Dans l'entreprise, ça peut être la direction générale, ça peut être le service IT, la direction financière ou les ressources humaines. Si vous recevez un email qui semble venir de votre directeur général avec marqué confidentiel, action urgente, votre réflexe c'est quoi? C'est d'obéir, pas de questionner. Deuxième biais, la familiarité. On fait confiance à ce qu'on connaît. Si vous voyez le logo Microsoft, l'interface de SharePoint que vous utilisez tous les jours, ou un email formaté exactement comme d'habitude, avec le bon ton, les bons mots, votre cerveau se dit « Ah oui, c'est normal, je connais ça ». Et vous ne passez pas en mode analyse critique. Les attaquants le savent, ils reproduisent pixel par pixel vos outils internes, ils utilisent votre vocabulaire d'entreprise qu'ils ont récupéré sur vos réseaux sociaux et essayent de mettre le plus de familiarité possible dans les attaques qu'ils mènent. Troisième biais, et c'est celui qui est le plus utilisé, le biais d'urgence. Quand vous êtes sous pression temporelle, votre capacité d'analyse chute drastiquement. Vous recevez un email, incident critique sur votre compte, votre accès sera désactivé dans 24 heures, action requise. Vous êtes en pleine réunion, vous avez 50 emails en retard, vous n'avez pas le temps de réfléchir, alors vous cliquez. Et c'est exactement ce que recherche un attaquant. Quatrième biais, la surconfiance. Ça, c'est le collaborateur qui se dit « Moi, je suis formé, je sais ce que c'est, je ne vais pas me faire avoir, de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. » Et c'est exactement ce genre de pensée qui rend vulnérable. Parce qu'il sous-estime la sophistication des attaques modernes. Il s'attend à avoir un email mal écrit, avec des fautes d'orthographe, mais avec l'IA générative, c'est plus tout le cas. Les attaques sont presque parfaites. Et enfin, la charge cognitive. Quand vous êtes en surcharge mentale, parce que vous avez 150 emails en retard, parce que vous êtes en mode multitâche, parce que vous êtes sous pression, que votre entreprise est dans une période compliquée d'introduction en bourse ou de levée de fonds, votre cerveau passe en mode automatique. Vous ne réfléchissez plus et finalement, tout ce que vous faites, c'est des réflexes. Vous voyez un email qui ressemble à un truc habituel, alors vous cliquez sans réfléchir. Tout ça, c'est expliqué par les travaux de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie. Il a montré qu'on a deux systèmes de pensée. Le système 1 qui est rapide, intuitif, automatique. C'est celui qui vous fait freiner d'un coup quand quelqu'un traverse devant vous, par exemple. Et le système 2 qui est lent, analytique, conscient. C'est celui qui vous permet de résoudre un problème de maths compliqué. Les attaques modernes cherchent à activer le système 1 et à empêcher le système 2 de s'activer. Maintenant, ce qui aggrave tout ça, c'est que l'IA générative a complètement changé la donne pour les attaquants. Elle a industrialisé le phishing. Avant, mener une attaque, ça demandait des compétences, ça demandait du temps, des ressources. Aujourd'hui, avec l'IA générative, n'importe qui peut le faire. Regardons comment ça se passe en 3 phases. Première phase, c'est la préparation. Parce que l'IA est capable d'analyser des quantités massives de données en quelques secondes. Ce qui prenait une semaine avant se fait désormais en quelques minutes. Ensuite, la génération des charges utiles, c'est-à-dire la création du contenu malveillant. Et c'est là que l'IA brille vraiment. L'IA peut créer des emails parfaits dans le style de sa victime en quelques secondes, des deepfakes vocaux avec seulement 30 secondes d'audio qui lui sont fournis, des pages de phishing parfaites au pixel près, et elle peut même traduire et s'adapter à la culture pour attaquer dans n'importe quel pays. Et enfin, l'exécution. L'IA est capable de gérer des infrastructures massives qui peuvent elles-mêmes gérer des centaines de scénarios en parallèle. Elle est capable d'analyser des comportements pour comprendre ce qui marche le mieux et adapter ses attaques en temps réel. Et elle peut également gérer les réponses et les relances. Donc en résumé,
L'IA démocratise les attaques sophistiquées. Ce qui était réservé avant à une élite de hackers très qualifiés et très organisés est maintenant accessible à n'importe qui. Et ça, c'est ce qui rend la menace encore plus dangereuse en 2026. Bon, je vous ai parlé de théorie, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Je vais vous montrer un exemple réel. Alors pour cet exemple, on va prendre Mattermost. C'est un outil de communication d'équipe, un peu comme Slack ou Teams, qui est beaucoup utilisé en entreprise quand ils veulent du on-premise. On va voir comment, en partant de zéro, on peut monter une campagne ultra ciblée en quelques minutes. Première étape, identifier qui utilise Mattermost en France. Pour ça, j'utilise Shodan. Shodan, c'est un moteur de recherche pour les appareils connectés à Internet. Je fais une recherche donc pour Mattermost en France et je trouve en quelques secondes 535 résultats. J'en choisis un au hasard, en l'occurrence l'Académie de Versailles. Ensuite, en utilisant un outil de prospection commerciale grand public, qui peut être utilisé comme source de données par des IA d'ailleurs, je trouve de nombreux employés de l'Académie de Versailles qui ont un poste intéressant. Ils disposent certainement d'un accès privilégié au système d'information de l'entreprise. J'ai donc leur nom complet, leur email, tous au format @acversailles.fr, leur numéro de téléphone et leur intitulé de poste exact. En 10 minutes, j'ai identifié 535 organisations, choisi ma cible, récupéré des profils avec des emails et tout cela légalement, publiquement accessible. Maintenant, on passe à la génération de l'attaque. Je vais créer une fausse page de connexion Mattermost et un email de phishing. Donc vous avez ici deux pages de connexion à Mattermost. À gauche, l'original, qui n'est pas celle de l'Académie de Versailles, et à droite, ma copie. Elles sont identiques, la seule différence, c'est l'URL. Ensuite, l'email de phishing. Votre compte va être désactivé dans 24 heures. Cliquez pour conserver l'accès. On exploite ici deux biais d'urgence dont on a parlé précédemment. Le biais d'urgence et le biais de familiarité. La victime connaît parfaitement la disposition de cet email. Il ressemble à s'y méprendre aux emails qui sont réellement envoyés par Mattermost. Alors, je me fais avoir et je clique. Je suis donc redirigé vers la fausse page de connexion Mattermost. Et je clique sur Enter ID parce que mon organisation a configuré Mattermost pour utiliser l'authentification Microsoft pour authentifier l'utilisateur. Donc je clique sur le bouton Enter ID et je suis redirigé vers une fausse page de Microsoft qui ressemble exactement à la page Microsoft et qui utilise un domaine qui est assez similaire. Alors là, en l'occurrence, le point OVH se voit assez facilement, mais l'utilisation de R et N au lieu du M au début de Microsoft l'est beaucoup moins visible sur un navigateur quand c'est écrit en petit. Et donc la page ressemble trait pour trait à la page de Microsoft, et pour cause, c'est la vraie page de Microsoft. L'attaquant fait office d'intermédiaire entre Microsoft et moi, mais j'interagis réellement avec Microsoft. L'attaquant intercepte, voit et enregistre tout ce qui se passe. Donc je saisis mon identifiant et mon mot de passe, et on me demande de valider la connexion sur mon téléphone. C'est l'authentification multifacteur. Si je valide cette demande sur mon téléphone, je donne un accès complet à mon compte aux attaquants. Voilà ce que voit l'attaquant de son côté. C'est le tableau de bord de l'outil de phishing. On peut voir que mes identifiants ont été capturés. L'attaquant dispose de mon nom d'utilisateur et de mon mot de passe. Et plus important encore, du cookie de ma session Microsoft. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'attaquant a un accès complet à ma session Microsoft authentifiée. Et avec cette session, il peut notamment se connecter à mon compte Microsoft sans avoir besoin de réentrer le mot de passe, outrepasser complètement le MFA puisque la session est déjà validée, accéder à mes emails sur Outlook, accéder à mon OneDrive, à Teams, à SharePoint et à tout ce qui est lié de près ou de loin à mon compte Microsoft. Donc voilà, vous avez vu de bout en bout comment fonctionne une attaque de phishing moderne en 2026. C'est rapide, c'est automatisé et c'est redoutablement efficace. Et c'est ça contre quoi vous devez protéger vos collaborateurs. Bon, merci Victor pour ce petit tour d'horizon de la boîte à outils des attaquants. Maintenant, on va rebasculer côté défenseur en commençant par essayer de comprendre pourquoi les campagnes de phishing c'est encore aussi efficace aujourd'hui. Globalement, les campagnes de phishing, tout le monde sait que ça existe, surtout en entreprise. Puis d'ailleurs, les entreprises, en grande majorité, mettent en place une forme ou une autre de sensibilisation. Alors, pourquoi ça marche si bien? Deux choses. Déjà, tout ce que vient de nous expliquer Victor, globalement, les attaquants, ils sont sournois et bien équipés. Mais au-delà de ça, la sensibilisation mise en place par la majorité des entreprises n'est pas suffisante pour faire face à la menace réelle d'aujourd'hui. D'une part, on a des entreprises qui sensibilisent par le biais de campagnes, mais qui sont génériques, voire de masse. C'est-à-dire qu'elles auraient pu être lancées dans n'importe quelle autre entreprise de façon complètement transparente. On n'a pas de contextualisation. Et là, on a un vrai problème, puisqu'en fait, on crée un décalage entre la menace qu'on présente aux collaborateurs, qu'on leur inculque, et la menace réelle, bien plus sournoise,
à laquelle ils pourraient malheureusement faire face. Donc là, on crée un faux sentiment de sécurité. C'est typiquement le biais dont parlait Victor tout à l'heure. Ils pensent connaître la menace, mais c'est en dessous de la menace réelle. Ensuite, on a d'autres entreprises qui, elles, forment, sensibilisent par le biais de cours théoriques. Je ne sais pas si vous visualisez le petit MOOC, les quelques slides qu'on passe rapidement entre deux réunions quand on a 5 minutes. Le petit QCM qu'on fait avec sa collègue, on ne veut surtout pas le rater parce que sinon on doit suivre la formation complémentaire. Bon, je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai typiquement le cas à la maison, c'est pour ça que je vous en parle. Bref, le fait est que ce type de formation, c'est peu engageant. Le collaborateur, on le confronte à des slides, pas à la menace réelle, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Malheureusement, ça a relativement peu d'impact. Alors, comment on les forme ? D'après nous, au-delà des contre-mesures techniques, une bonne protection va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier, peut-être le plus important, c'est l'erreur comme levier d'apprentissage. Je le dis souvent, on apprend plus d'une erreur que de 1000 conseils. Par le biais de l'erreur, on peut créer une vraie mémoire émotionnelle et durable. Je ne sais pas si vous voyez le cœur qui bat, le petit coup de chaud quand on a soumis nos identifiants, qu'on se rend compte que c'était un phishing. Le soulagement quand on se rend compte que c'était qu'un exercice. On va avoir le feedback, on essaie de comprendre comment on aurait pu le détecter, parce qu'on ne veut surtout pas que ça nous arrive à nouveau. Bref, on a transformé cette forme d'échec en une vraie opportunité d'apprentissage marquante. Alors évidemment, une bonne campagne de phishing, elle est faite pas à des fins de culpabilisation des collaborateurs, mais vraiment de pédagogie et de prise de conscience durable. Le second pilier, c'est de reproduire des vraies menaces. Donc là, comme je l'expliquais juste avant, on ne veut surtout pas créer de décalage entre la menace qu'on va présenter aux collaborateurs et la menace réelle. On ne veut pas créer de faux sentiments de sécurité. Pour ça, c'est très simple. On va chercher à faire des scénarios les plus contextualisés possibles, les plus spécifiques, en se basant sur les outils, les process et les actualités de l'entreprise. Alors peu importe que ce soit RH, IT, projet, il faut juste que ce soit le plus contextualisé, le plus sournois finalement, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on va présenter aux collaborateurs la vraie menace à laquelle ils pourraient faire face. Le troisième pilier, mesurer, adapter, itérer. Donc en fait, à l'issue d'une campagne, vous aurez à votre disposition un certain nombre de métriques qu'il faudra analyser, il faudra que vous tiriez les conclusions qui s'imposent. Parmi ces métriques, on va retrouver le signalement, parce qu'un bon signalement, ça peut complètement couper court à une campagne. Quand vos collaborateurs savent qu'il y a une campagne qu'il faut faire attention, a priori, ils ne vont pas soumettre leurs identifiants. Donc un bon signalement, c'est très important. Parmi ces autres métriques, on va retrouver les taux de clics, de soumission d'identifiants, de validation du MFA. Finalement, c'est pour ça que vous lancez des campagnes, pour voir un petit peu comment vos collaborateurs vont réagir, quelle est la résilience de votre entreprise. Et donc, à partir de ces taux, vous allez également pouvoir déterminer si certains services, certains process sont plus exposés que d'autres. Globalement, s'il y a un certain groupe de collaborateurs qui ont moins bien réagi. Bref. Et ensuite, prendre des mesures, former, communiquer et surtout réitérer. Parce qu'il n'y a qu'en réitérant l'exercice qu'on va réussir à petit améliorer les résultats et surtout ancrer les bons réflexes de façon durable chez les collaborateurs. Alors évidemment, vous le savez, en cyber, le risque zéro n'existe pas, surtout quand on parle d'humain. Mais je peux vous garantir qu'en appliquant, qu'en mettant en œuvre tout ce qu'on a vu, vous pouvez réduire de façon significative les risques inhérents au phishing. Bon, on l'a vu, d'un côté, on a les attaquants dont la force de frappe a été décuplée, notamment grâce à l'IA. D'un autre côté, on a les utilisateurs qui, malheureusement, ne sont pas toujours suffisamment préparés pour y faire face. Et donc, ces deux constats soulèvent la nécessité de mettre en œuvre un entraînement efficace et suffisant. On vous a donné toutes les clés pour le faire. Maintenant, si vous souhaitez être accompagné, Narok se fera un très grand plaisir de vous aider. Venez échanger avec nous sur le stand A20 pour approfondir le sujet. On va pouvoir prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Mais avant ça, je tenais à vous remercier. C'était une chance pour nous de pouvoir vous parler d'un sujet qui nous tenait à cœur. Merci beaucoup de votre attention. Alors,
La question, c'est d'obtenir une précision sur le lancement de la campagne et le site web sur lequel arrive l'attaquant. C'est ça, en fait, effectivement, c'est un proxy transparent entre l'utilisateur légitime et Microsoft. Et en fait, l'objectif, c'est que tout ce qui passe par le proxy, du coup, soit enregistré, donc l'identifiant, le mot de passe, les cookies de session, qui vont être envoyés par Microsoft, parce que l'attaquant est vraiment en intermédiaire. C'est-à-dire que tout ce que j'envoie va à l'attaquant le transfère à Microsoft, et Microsoft répond à l'attaquant qui me le retransfère ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bah écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour en discuter si vous le souhaitez. Et bon salon à tous.